Alors, les présentations qui ont eu lieu en début d'après-midi ont parlé d'approche historique de la ville, d'analyse de la structure urbaine, et également, à partir de la présentation faite sur Toulon, des questions ont été posées au sujet de la relation entre le document patrimonial, la VAP, et le projet mis en œuvre à Toulon. Alors je vais tenter, moi, dans ma présentation, justement, de répondre à certaines de ces questions, et notamment montrer comment on chemine de la mise en place d'une règle patrimoniale au projet urbain. Alors, avant de commencer toute étude patrimoniale, en fait, on va être amené à d'abord récupérer un certain nombre de documents et mettre en place cette démarche qui va se construire généralement en 4 grandes phases. Une première phase étant celle de l'analyse, de l'appréhension, de la compréhension du territoire, avec en premier lieu, comme l'a évoqué tout à l'heure Isabelle Guérin, aussi une compréhension de ce que j'appelle le socle géographique du territoire, c'est-à-dire quelle est sa géographie, quelles sont ses caractéristiques territoriales, quel est le relief, quelle est l'hydrographie, quelle est la géologie, quel est le socle sur lequel la ville s'est implantée, s'est développée, pourquoi elle s'est implantée là, et ce qui va aussi également permettre de comprendre la singularité de sa relation avec ce territoire. Cette analyse de la structure urbaine, je vais vous montrer quelques planches, elle va également essayer d'appréhender la structure viaire et son évolution, et justement, comme on vient de le voir sur Noailles, comment les voies se sont développées, vers quoi, comment elles se sont interrompues, pourquoi parfois elles ont été bouchées, pourquoi également elles ont été prolongées, quels ont été les percements, est-ce que ça répondait à des besoins, des usages particuliers. Et toutes ces questions permettent aussi de comprendre finalement le fonctionnement ou le non-fonctionnement actuel de certains quartiers. À partir de ces données, on va définir des enjeux. Et puis, à partir de ces enjeux, on va donc commencer pour y répondre, à mettre en place des orientations qui trouveront une traduction réglementaire dans une règle, et ce qui va permettre de passer à l'opérationnel. Alors, si on regarde par rapport à ces schémas, donc de la phase 1 de diagnostic, on va passer à cette phase 2 de définition des enjeux, qui permet de mettre en œuvre un projet territorial. Et là, je reviens sur le terme, et non pas un projet patrimonial, ce qui n'a pas de sens. On n'est pas dans un objectif de cristallisation d'un tissu urbain. On est dans une volonté de faire vivre un tissu urbain pour des usages qui évoluent, pour des habitants, pour des fonctions urbaines, et donc vraiment de définir un projet du territoire et non pas un projet du patrimoine. Et puis, la formulation de la règle et le passage à l'opérationnel et au projet qui va donc permettre de trouver des traductions. Alors, une petite planche qui montre justement sur une commune une étude qui a permis de décomposer finalement. Alors, on est à Rive-de-Gier, donc c'est une commune qui se situe dans la vallée du Gier, entre Lyon et Saint-Étienne, une commune très industrielle, qui s'est développée notamment à partir du XVIIIe siècle, et qui s'inscrit dans une vallée assez encaissée. Et donc, on a un socle territorial qui fait que la ville s'est développée plutôt linéairement, et en relation également avec son territoire, les monts du Lyonnais, les monts du Forez. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand on fait un bloc diagramme et quand on compare également avec la structure géologique du territoire, on comprend non seulement les différentes séquences et différentes couches d'implantation de cette commune, et aussi ce qui l'a constituée. C'est-à-dire que ici, on le voit apparaître, on a une faille, on est dans le stéphanien, et donc le stéphanien, c'est notamment une couche géologique qui est carbonifère, et donc c'est ce qui a bien évidemment porté au départ le développement de cette commune. Donc la ville s'est développée à proximité des puits de mines aériens, puis souterrains, et également à proximité de cette couche carbonifère, c'est là qu'aussi on retrouve un grès particulier qu'on appelle du grès houillé,
et qui est le grès constitutif des façades de cette commune. Donc là encore, ce lien à retrouver, à comprendre entre le territoire, le socle géographique et le développement communal. Alors, quelques planches qui illustrent aussi la démarche, donc ici sur une analyse de la trame vierge, ses évolutions, ses ruptures, les interruptions, je vois pas, certaines interruptions, certains prolongements, etc. Et comprendre, là encore, dans le tissu urbain, cette histoire qui s'est faite au fil du temps et qui parfois se termine ou aujourd'hui a pu être contrariée par des interventions plus ou moins récentes qui font arriver à des dysfonctionnements de cette trame urbaine et qui seront autant d'interrogations qui devront être formulées dans cette phase d'enjeu pour définir par la suite des orientations de projet. De la même façon, on est amené à analyser le parcellaire avec mettre en place, généralement on met en place une typologie du parcellaire, donc en fonction de la forme, de la géométrie, des usages, et on se rend compte qu'il y a des rythmes qui se mettent en place. Tout à l'heure, on voyait sur Bologne ce travail qui montrait en fait l'évolution du parcellaire médiéval à la suite d'un certain nombre de remembrements, et la volonté, le choix qui avait été fait pour Bologne de retrouver cette écriture du parcellaire. Donc voilà, c'est aussi un outil de compréhension de l'espace urbain et de projet assez intéressant. À partir de là, là aussi, une analyse qui peut être menée sur l'évolution des différents îlots et des caractéristiques. Est-ce qu'on est dans le cadre d'îlots plus ou moins ouverts? Est-ce qu'on est dans le cadre d'îlots continus? Est-ce qu'on a des îlots qui présentent un certain nombre de porosités, de passages? Par exemple, tout à l'heure, on voyait sur Toulon, il y a une trame de passage qui existe un petit peu aussi, comme on peut le retrouver, et c'est plus connu, à Lyon avec ses traboules, et qui sont aussi des espaces intéressants et en fait cette typologie d'espace, ce type d'espace a été repris, on l'a vu à Toulon dans un certain nombre de projets. Alors je vais plus particulièrement parler de Saint-Étienne. Donc Saint-Étienne, moi j'ai été missionnée en 2006 pour la mise en place d'une ZPPUP, donc c'est une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager. Donc un mot, qu'est-ce qu'une ZPPUP? À partir de 1943, a été créé autour des monuments historiques un périmètre de protection qu'on appelle le périmètre, qui a ce fameux rayon de 500 mètres. Et en 1983, on se situe dans une vague de décentralisation des outils de politique publique et de politique urbaine. Et le principe, c'était de mettre en place un outil qui soit réalisé en copilotage entre les services de l'État et les communes et qui permette de réinterroger ce périmètre de 500 mètres pour l'adapter au patrimoine local en termes de géographie, de vue, d'intérêt du patrimoine, etc. Donc la volonté, cette décentralisation, c'était aussi d'essayer de responsabiliser, de réinviter les élus et leurs techniciens à s'intéresser au patrimoine urbain. Donc à Saint-Étienne, donc c'est une ville qui a commencé à se développer, disons, à partir du 9e, 10e siècle, avec déjà une activité minière et très tôt aussi une activité tournée vers la métallurgie. Et c'est une ville, c'est la première ville française à avoir connu la révolution industrielle, et c'est une ville qui très tôt, dès le XVIIIe siècle, a commencé à se réinventer justement pour répondre aux besoins de l'industrie. Donc là sur cette... alors j'ai pas les bonnes lunettes, donc je vais rester... je vais changer de lunettes pour pouvoir regarder. Voilà. Donc ici, vous avez la colline, un petit peu la colline originelle au bord de laquelle, sur laquelle la ville s'est adossée à l'origine, avec donc un petit noyau médiéval. Et puis à partir du XVIIe siècle, la ville a commencé à se développer sur l'axe vers le Puy et à développer des faubourgs XVIIe, XVIIIe. La ville était traversée par une rivière qui s'appelle le Furan, qui aujourd'hui est entièrement recouverte.
Et la grande innovation à la fin du XVIIIe siècle, pour répondre justement à ces enjeux de développement industriel, ça a été d'organiser un retournement de la ville. Donc l'axe d'évolution normal était cet axe est-ouest. Et la ville a missionné un architecte piémontais, Pierre-Antoine d'Algabio, qui a tracé en fait une double voie nord-sud autour de laquelle il a organisé le développement de la ville. Et il y a un document, notamment un plan très intéressant qui date de 1780 et qui réorganise cette ville avec, qui est en fait un plan qui est finalement l'ancêtre de nos documents d'urbanisme, puisqu'il va mettre en place un zonage urbain, puisque la ville s'était développée, donc son évolution économique l'avait conduite à avoir 3 spécialisations, donc toujours l'activité minière et qui investissait la ville et qui commençait à creuser des galeries un petit peu partout, ce qui, vous imaginez, pouvait poser des problématiques en termes de stabilité, et qui va transformer le paysage avec notamment la mise en place de crassiers, en fait de terrils. Donc ça, c'est la première activité. La deuxième activité, c'est autour de la métallurgie et bien sûr de l'armement, avec 2 manufactures royales. Une première qui avait été développée dans le sud de la ville, puis qui a été développée au XIXe siècle au nord de la ville, qui est devenue manufacture impériale, puis une manufacture nationale. Et puis une troisième activité qui s'inscrit dans la logique de l'économie lyonnaise, qui est l'activité de la passementerie, donc qui a une activité de tissage et qui va se développer dans le centre-ville et notamment sur le quartier dont je vais vous parler. Et on se rend bien compte qu'il y a une sorte de hiatus entre une activité minière et tous les rejets, notamment émis par cette activité, et puis une activité de passementerie, de travail de la soie. Et donc il a fallu vraiment organiser la répartition de ces activités dans la ville et la trame urbaine autour de ces activités. Et donc ce plan est vraiment tout à fait intéressant parce qu'il organise ces différentes activités. Alors, une ville qui a un développement économique et urbain assez exceptionnel, et puis une ville qui malheureusement a choisi 3 activités qui, à partir des années 60, vont énormément souffrir en France, donc la métallurgie, l'acierie, les mines et également le textile. Et donc une ville qui, à partir des années 70, se retrouve dans une situation absolument catastrophique d'un point de vue économique. Elle avait accueilli énormément d'ouvriers, mais sans que ce soit vraiment organisé. C'est-à-dire que c'était un habitat essentiellement urbain. Il y a quelques cités minières, mais finalement assez peu par rapport à ce qui avait pu se développer dans le nord de la France. Et une ville qui va connaître une déprise totale, d'autant plus qu'elle avait toujours vécu un petit peu dans l'ombre de sa grande voisine Lyon, et donc elle avait une très mauvaise image d'elle-même, et donc il y a également un regard très négatif sur son patrimoine. Donc à partir, donc en gros entre 70 et les années 2000, il ne s'est pas passé énormément de choses, ou des choix parfois un petit peu radicaux qu'on a pu observer dans d'autres villes, de démolition entière d'îlots pour accueillir de nouvelles opérations. Et à partir des années 2000, la question a commencé à évoluer, puisque toutes les réponses précédentes n'avaient pas vraiment fonctionné. Et donc, comme à Toulon, la question s'est posée finalement de se réintéresser au centre ancien, de redéfinir ses fonctions, d'essayer de lui redonner une certaine attractivité. Donc c'est comme ça que moi j'ai été appelée pour la mise en place de cette ZPPUP. Et en même temps, en fait, la ville venait d'être élue pour profiter, pour être intégré à un projet de renouvellement urbain dans le cadre de l'ANRU. Et donc tout l'enjeu a été de co-construire le projet patrimonial et le projet de renouvellement urbain en travaillant sur les îlots, sachant que les premières études qui avaient été mises en place dans le projet ANRU étaient là aussi, s'inscrivaient plutôt dans des solutions assez radicales, d'effacement des structures d'îlots, de recomposition intégrale, etc. Donc là, je vais essentiellement parler de ce quartier Jacquard, qui est ce quartier passementier,
Mais c'est vrai que là aussi, il y a eu un plan guide qui a été mis en place sur l'intégralité de la ville, avec des opérations assez ciblées autour de la gare Château-Creux, autour justement de la manufacture royale aussi, qui a donné lieu aussi à un écoquartier. Et le troisième grand quartier qui a été intéressé à l'opération, donc c'est ce quartier Jacquard. Et aujourd'hui, on travaille sur un quartier qui s'appelle le quartier Saint-Roch. Donc ce quartier Jacquard, il est structuré, je vais redire un mot, autour d'une trame très régulière, puisque c'est cette trame orthogonale qui a été mise en place au XIXe siècle, et avec des îlots très spécifiques répondant aux enjeux de la passementerie, c'est-à-dire des îlots bâtis en continu à l'alignement, mais avec des espaces libres de cœurs d'îlots importants, les façades passementières ouvrant sur ces cœurs d'îlots pour profiter d'une lumière optimale. Alors juste là, ce qui permet de revoir un petit peu les différentes étapes de la croissance et de la décroissance de la ville. Donc vous voyez qu'entre 1975 et 2017, la ville avait perdu à peu près 50 000 habitants. Et avec une très forte déprise, notamment des quartiers de centre-ville, et donc une forte volonté d'intervention sur ces différents quartiers. Et bien évidemment, donc, tout un panel d'opérations qui ont été mises en place avec différents acteurs. Donc, l'établissement public d'aménagement de Saint-Étienne, qui s'appelle l'EPAS, l'EPORA, qui est l'établissement public foncier de Saint-Étienne, et un comité de pilotage a été mis en place avec également les services de l'État, DDT et également UDAP pour co-construire ce projet qui allait trouver donc différentes définitions. Donc quelques chiffres sur ce quartier, avec là aussi un travail assez complet a été mené par rapport aux habitants, des enquêtes sociales pour essayer de comprendre la sociologie, des habitants qui étaient essentiellement des habitants disons captifs, avec un niveau de loyer à l'époque très bas qui se situait à peu près à environ 10 euros, entre 6 et 10 euros le mètre carré, donc en bail privé. Des logements très inconfortables, voire très todéifiés, une vacance commerciale de 30%, et puis également un quartier vécu comme très dense, alors que finalement il y avait toute cette structure originelle de ces cœurs d'îlots libres, mais qui petit à petit s'était vu envahir et densifier. Pour autant, un quartier bénéficiant de forts atouts, donc un quartier très accessible, avec un bon niveau d'équipement public, et puis une qualité du bâti, une qualité patrimoniale avérée. Alors là, quelques planches extraites aussi de l'analyse patrimoniale. Alors juste, oui, tout à l'heure, la question a été posée aussi de savoir qu'est-ce qui avait amené, qu'est-ce qui avait motivé la ZPPAU à Toulon. Est-ce que c'était justement un pur enjeu patrimonial, un intérêt patrimonial ou autre chose? Pour répondre pour Saint-Étienne, donc il y a eu cette question qui était que les autres réponses apportées n'avaient pas donné de bons résultats. Et puis, il faut aussi ne pas se voiler la face, c'est que ce sont des outils, que ce soit les ZPPAUP ou les secteurs sauvegardés, qui ouvrent des outils techniques et financiers particuliers, notamment des systèmes de défiscalisation des opérations, et qui sont des leviers intéressants et fondamentaux, aussi bien pour des opérateurs privés que publics. Donc, c'est vrai qu'à Saint-Étienne, quand on est arrivé, c'était pas forcément évident pour les élus de rajouter cette couche, un nouveau type de diagnostic et a priori de nouvelles contraintes sur les règles de constructibilité. Mais il y avait aussi cet intérêt par rapport aux outils fiscaux de ces opérations. Donc là, quelques planches justement qui reposent sur cette analyse et qui montrent bien en fait dans cette analyse la structure singulière de ces îlots. Alors là, c'est une structure où on fait ressortir l'état idéal en fait de ces îlots, puisque un certain nombre d'entre eux avaient été complètement densifiés avec des constructions
à l'origine des appentis, qui étaient des appentis qui répondaient aux besoins de fonctionnement de l'usage passementier petit à petit, et puis appentis qui avaient été transformés également en logements, puisque la ville s'était densifiée sur elle-même. Et puis, donc, un certain nombre de constructions qui apparaissent en violet, qui étaient des constructions altérant la lecture, justement, de ces fonctionnements. Alors, j'évoquais le premier plan guide, justement, qui avait été mis en place dans le cadre de l'ANRU et qui proposait une inversion, finalement, totale. Alors, tout à l'heure, Christophe Clémencé évoquait les bouquins de Castex et Pannerex, et je pense notamment à un qui s'appelle De l'îlot à la barre. Et c'est-à-dire, c'est cette transition entre cette notion d'îlot urbain, sur laquelle repose généralement notre espace urbain traditionnel, à cette inversion de ce système de valeurs plein vide, où on crée finalement une barre au milieu d'un espace libre, et finalement c'est une réponse qui avait été proposée et apportée pour ces îlots de Jacquard. Une forte aussi préoccupation qui a été menée, enfin une réflexion sur justement les espaces publics, puisque ce dont souffrait cette ville de Saint-Étienne, c'était justement cette sensation de forte densité, de forte minéralité, alors que c'est une vigne qui s'inscrit dans un paysage très fort. C'est une vigne aussi avec une trame, cette trame nord-sud, cette trame orthogonale, offre des points de vue, des échappées très, très structurantes sur les monts du lieu, sur le massif du Forez notamment. Et puis il y a aussi donc cette structure d'espace public issue de composition du 19e siècle, mais qui avait été très altérée par le temps, et cette structure aussi de complémentarité d'espaces verts publics, intimes, de cœur d'îlot. Donc il s'agissait de faire ressortir en fait cette trame et de la réinscrire dans un projet global par rapport au centre ancien. Donc là, quelques exemples justement de zoom sur ces îlots, avec voilà, c'est des exemples de densification. Donc là, ici, ce sont des barres de garage. Là, ce sont des appentis divers. Et là, quelques îlots. Ça, c'était un îlot qui avait échappé en fait à cette densification. Et là, ce sont des espaces qui ont été reconquis depuis. Donc, tout l'enjeu, justement, ça a été donc de porter l'évolution du projet urbain. Donc là, on est en ANRU, justement, sur la reconquête, sur la redéfinition de ces espaces, et ce qui se traduisait aussi par la mise en place de règles permettant justement un travail fin sur ces îlots pour les reconquérir et pour leur redonner de l'attractivité. Donc là, c'était aussi des planches qui avaient été mises en place, qu'on avait mises en place à l'époque pour montrer aussi aux élus comment on pouvait travailler, partager un certain nombre d'expériences qui avaient pu être réalisées soit en France, soit à l'étranger. Donc là, tout à l'heure, j'évoquais cette deuxième phase qui est celle de la définition des enjeux et des premières orientations. Donc ces 2-3 planches en sont extraites pour montrer justement comment on pouvait retravailler ces cœurs d'îlots en réorganisant le bâti, les appentis, pour répondre à ces besoins d'aération, de curetage, et également amorcer la problématique de la ville. Donc là, une autre planche issue des enjeux, en fait, cette définition des enjeux, montrant donc ce travail-là. Donc à partir de cela, avec les PAS, donc l'établissement public, on a défini un certain nombre de grandes orientations sur l'évolution de ce quartier, bien évidemment reposant sur les éléments clés du constat, donc sur un travail sur cette question de la densité, sur cette nécessité d'offrir de nouveaux espaces végétalisés, de nouveaux espaces libres, de diversifier également quelque peu l'architecture, puisque ce qui était finalement aussi mal vécu, c'était il y avait une très grande homogénéité de ce quartier, et notamment tournant autour de ce matériau constitutif de Saint-Étienne, qui là aussi est le gréouillet, mais qui a une pierre qui est très friable, qui est très fragile, qui est gélive. Donc on est quand même dans un climat semi-montagnard. Saint-Étienne, ça se situe à 600 mètres d'altitude.
Et puis une ville qui avait pâti justement aussi de ces années minières, qui était une ville noire. Et alors donc il y avait une époque un peu malheureuse avant qu'on commence à intervenir, qui avait eu la bonne idée de vouloir réintroduire finalement la couleur en ville. Et un plan couleur avait été mis en place qui situait entre les roses, les rouges, les oranges, les jaunes, et donc qui serait avec des peintures, généralement des pliolites étanches, qui était une catastrophe pour ce pauvre grès. Et donc on s'est aussi interrogé sur comment retravailler sur ces pierres avec juste soit des badigeons, soit des eaux fortes pour les stabiliser et puis également travailler sur cette question de la couleur. Donc un autre enjeu, c'était aussi sur, bien évidemment, toute la question des performances environnementales et thermiques. Alors là, j'ai pas mis de planche, mais en fait, on a fait réaliser parallèlement à notre étude un diagnostic thermique sur la typologie architecturale qu'on avait mise en place. Donc ces constructions en grès houillé, mais aussi il y a tout un patrimoine d'architecture art nouveau très très riche parce que on est une ville qui, au tournant du XXe siècle, a connu un grand développement, une grande richesse, et donc qui s'est traduite par la mise en place d'une architecture très, très ostentatoire et de grande qualité, et également un patrimoine art déco, des premiers bétons, et donc on a fait travailler ce bureau d'études thermiques sur justement comment intervenir sur l'amélioration de ses performances sur ce bâti particulier. Donc là, quelques planches issues du règlement de la ZPPUP et notamment zoomées sur cet îlot que je vais vous présenter. Donc on est dans le tissu jacquard, donc avec un îlot ici clairement passementier. Donc dans cette espèce de, je sais pas, mauve taupe, les constructions passementières qui sont repérées avec une structure particulière, c'est-à-dire qu'on avait aussi une bande de construction intermédiaire en cœur d'îlot. Et puis donc ces espaces libres qui permettaient à l'origine justement d'assurer un bon ensoleillement des constructions passementières, qui répondent aussi à une structure particulière, c'est-à-dire qu'en fait on a des façades sont des constructions un peu schizophrènes, c'est qu'il y a une façade qui est percée normalement et la façade atelier en fait est construite sur 2 niveaux, ce qui permet en fait d'avoir des percements très hauts, puisqu'en fait c'était des constructions qui accueillaient les métiers à tisser jacquard, qui sont des métiers à tisser assez hauts, qui peuvent faire 3-4 mètres de haut, et donc il fallait que ces constructions puissent les accueillir. Donc ça a donné lieu aussi à un type architectural assez spécifique. Donc le plan réglementaire, il traduit cette volonté de réouvrir, de retrouver ces cœurs d'îlots. Et puis il y a également un certain nombre de vues, de percées qui avaient été observées et dans lesquelles on demandait, justement dans le projet urbain, ça y est, je l'ai perdu le curseur, on demandait la réouverture de ces percées. Donc là, je ne vais pas relire toute la règle, mais en gros, la règle incite et invite, donc donne des conditions de la dédensification des îlots. Et globalement, sur le bâti qui est protégé, il y a une notion d'ensemble urbain, c'est-à-dire que l'objet de la règle, c'est de préserver ces ensembles urbains. Sous réserve mais on peut les modifier, on peut intervenir, on peut envisager des démolitions sous réserve d'un projet global, etc. Enfin bon, c'est assez précis. Un travail aussi qui a été mené, c'est aussi d'essayer d'intégrer justement, de favoriser une architecture contemporaine de qualité. Et là, j'ai mis 2-3 planches qui répondent à des questions particulières, notamment la question des pignons. Il y avait eu un certain nombre de démolitions un peu hâtives, un peu brutales, et qui avaient donné lieu à des traitements de pignons aveugles, nus, et qui étaient très mal vécus aussi, finalement, urbainement et également par les habitants. Et en bas d'un pignon, généralement, ça se traduit aussi par des espaces qui perdent leur usage ou qui adoptent de nouveaux usages assez déqualifiants. Et plutôt que l'objet de la règle, c'était justement d'encadrer l'évolution de ces pignons
et notamment par la mise en œuvre de façades, soit de façades double pot, soit permettant de créer de nouveaux espaces extérieurs avec des galeries, avec des balcons, avec des loggias, justement là aussi pour améliorer l'habitabilité et favoriser l'amélioration de ce bâti. Un autre exemple qui a été aussi évoqué tout à l'heure à Toulon, c'est celui justement de ces fameuses toitures en terrasse, avec un gros débat qui a été mené justement avec l'ABF sur la question du percement des toitures et de leur adaptation. Débat qui reposait sur deux constats, c'est que d'abord ces combles, en effet, à l'origine, n'avaient pas été conçus pour être habités et avaient un rôle également de zone tampon thermique par rapport à l'intelligence de la construction. Et puis une autre appréhension qui était qui était par rapport à la création de ces toitures terrasses, de se dire que finalement les étages supérieurs seraient occupés, seraient réhabilités, mais que finalement que ça n'allait pas se diffuser sur l'intégralité des niveaux. Finalement, donc, le parti pris a été adopté et donc maintenant, cette ZPPUP qui a été approuvée en 2009, un certain nombre de toitures ont été percées. Alors bien évidemment, on a écrit un certain nombre de conditions pour justement maintenir le plus possible les rampants, etc. Mais c'est vrai que c'est plutôt vertueux et qu'on se rend compte qu'il y a une vraie diffusion sur les étages inférieurs et que ça a redonné vraiment de l'attractivité à cet habitat de centre-ville. Une troisième planche, avec un exemple que vous allez voir puisqu'elle a été remise à jour il n'y a pas longtemps et qui justement alors aussi traite de... ah oui, non, alors j'ai mis deux fois la même planche. Pardon. Non, je me trompe de sens. Oui, non, là, en fait, je parlais de pignon, mais c'était la question des extensions double pot, en fait, vous l'aurez compris, et qu'on autorise également sur les bâtiments protégés, sur les façades sur cour. On va voir un exemple, justement, dans l'opération que je vais vous présenter. Donc, le but, c'était, là encore, donc, d'améliorer les conditions d'habitabilité de ce bâti. Alors, on va revenir sur le projet. Donc on se situe sur cet îlot très dense et l'opération que je vais vous présenter, donc en gros elle se situe à cheval sur ce quartier. Donc là vous avez une photo aérienne avant les interventions, donc où on voit un certain nombre d'éléments bâtis qui ont densifié les cœurs d'îlots, et puis ce fameux îlot triangulaire qui est là, vous voyez, bâti en continu. Donc, toujours ce contexte, je ne vais pas revenir dessus. Donc, cet îlot avec cet îlot triangulaire, vous voyez ici, donc c'est celui sur lequel, dans le cadre du plan réglementaire de la ZPPUP, on avait intégré cette notion de mettre en place une nouvelle porosité, de le percer pour pouvoir améliorer les flux, les passages, les traversées dans ces îlots qui sont très longs. Et notamment ici, en fait, c'est le bâtiment qui apparaît en vert. On est sur un bâtiment qui était à usage de garage, sans qualité urbaine ni architecturale particulière. Ici, ce bâtiment qui a été réhabilité, on va le voir, qui est ce bâtiment en rouge. Donc, ces deux bâtiments en rouge étaient des bâtiments d'une certaine qualité, d'une certaine tenue, mais très dégradés. Donc, ça a été une opération assez globale, donc qui a conduit à la démolition de 3 immeubles, donc ici. Qui a également immeubles donc, qui ont donné lieu à 3 nouvelles opérations de logement social et à la création d'une traversée. Et puis, ce qui est aussi intéressant, c'est que justement, là aussi, ça a diffusé dans le centre, enfin dans le quartier, et ça s'est traduit par, pour le moment, il y a 3 immeubles qui ont été réhabilités et qui ont été livrés, mais il y en a d'autres qui sont en route. Il y a eu aussi tout un travail sur l'espace public avec la création d'espaces de jardins. Donc ça, c'est le plan, la photo aérienne actuelle, avec, donc vous voyez, cette percée qui a été mise en place, qui se situe
globalement pas tout à fait en fait dans le prolongement de ces deux voies. Pas tout à fait, pourquoi? Parce que là on avait des bâtiments d'une qualité architecturale intéressante et qu'on souhaitait maintenir, et puis que finalement le décrochement, c'est une sorte de petit déhanchement qui introduit aussi une variante dans cette trame très orthogonale et assez rigide. Bon, là, les immeubles sociaux qui ont été livrés, et donc aussi avec création de rez-de-chaussée commerciaux qui, là, sur ces photos, n'étaient pas encore en place. Ce qui a été aussi intéressant, c'est justement ces opérations de restauration immobilière sur de l'habitat sur ces immeubles existants, et qui était, comme vous le voyez ici, très dégradé. Alors là, vous justement voyez ces fameuses façades passementières, donc ces très hauts percements. Donc globalement, sur l'intérieur de l'îlot, on a 2 niveaux, tandis que sur la façade sur rue, on est à 4 niveaux. Donc avec une partie logement sur rue, donc les 4 niveaux de logement, et les façades passementières, les façades des anciens ateliers, et qui aussi invite à une réflexion particulière justement en termes de restructuration et de réhabilitation. Un habitat intéressant, mais en fait avec une structure assez contrainte. Donc là, les façades de ce logement, donc avant, après travaux, et puis là, ce travail justement qui a été mené sur les cours, avec justement là cette introduction de cette règle et cette possibilité d'épaississement et de création d'espaces extérieurs, de loggia. Alors bon, là, on ne va pas discuter du parti pris architectural, il y a d'autres endroits où c'est traité différemment, mais on voit bien enfin, le passage là aussi de la règle au projet. Alors un autre exemple assez intéressant dans le quartier, bon, qui est un petit peu singulier, en fait on est sur un monument historique, c'était la condition des soies. Donc la condition des soies globalement c'était le syndicat des passementiers, un bâtiment assez emblématique à Saint-Étienne, construit par un architecte qui s'appelle La Mézière, qui est vraiment un architecte qui a énormément construit au 19e siècle au début, à Saint-Étienne, aussi bien des hôtels particuliers, des usines, notamment la manufacture royale, que de l'habitat justement plus traditionnel. Et là, cette condition des soies qui avait été donc qui est monument historique a été reprise par un opérateur privé, transformée en logement et avec une opération BBC. Et un dernier exemple, alors juste, on change de quartier. On est sur un quartier qui s'appelle Credroc, qui est implanté sur une des collines de Saint-Étienne. On parle de Saint-Étienne comme de Rome, hein, c'est la ville aux 7 collines. Un habitat passementier également, et qui est assez intéressante parce que c'est une construction qui avait été achetée par l'établissement public foncier, donc EPORA, et qui n'arrivait pas à sortir son programme parce qu'il y avait des contraintes constructives trop lourdes. Et finalement, ça a été une opération d'autopromotion, c'est-à-dire que ce sont des personnes privées qui ont créé une SCI et qui ont monté le projet, qui ont été accompagnées par un notaire et une banque pour monter ce projet, et finalement faire sortir cette réhabilitation, chacun en fait ayant, en fait, ce sont une livraison en plateau avec en gros un coût moyen de 1000 euros au mètre carré, mais qui est une opération que je trouve assez intéressante parce qu'on sort des champs traditionnels de l'intervention justement en ville. Tout à l'heure, on a vu à Toulon le cas d'opération avec un opérateur. Et là, en fait, l'un n'empêchant pas l'autre, de petites interventions ponctuelles qui peuvent être également intéressantes pour travailler sur de l'habitat présentant des contraintes très lourdes. Voilà.